ici. Alors, il est 8h33. Vous écoutez vous écoutez Québec Réveil, la matinale de CKIA. On se lance dans le dernier droit de cette émission. Il fait actuellement moins 1 degré dans la région de la capitale nationale. On annonce aujourd'hui un maximum de 1 degré avec un tout petit peu de neige, mais vraiment pas beaucoup. Alors, Martin Hébert dirige le département d'anthropologie de l'Université Laval. On le reçoit régulièrement à l'émission pour aborder un thème qui est lié à une idée qui est assez chère à son cœur, que les humains ne font pas juste habiter le monde, ils construisent des mondes réels, des mondes imaginaires, et la façon dont ils peuplent ces mondes-là, configurent ces mondes-là, ou les reconfigurent, selon Martin, nous disent des choses importantes sur notre époque. C'est pour ça que Martin a décidé de baptiser sa chronique « Nous, on fabrique des mondes ». On va parler d'espoir aujourd'hui, Martin, dans un contexte où, puis moi je travaille dans les médias, je suis beaucoup dans les médias, je ne peux pas ne pas remarquer que l'heure est à la taciturnité, je ne sais même pas si c'est un mot, à la maussaderie, disons. C'est vrai qu'il y a beaucoup question de désespoir. On dirait que tout ça a été provoqué en grande partie par la réélection de Trump au mois de novembre. Ça n'a jamais été aussi déprimant si on se fie à ce qu'on entend dans la bouche des commentateurs, des analystes. Tu veux prendre un peu cette position-là à rebours aujourd'hui, je pense? Oui. D'où le choix, effectivement, du thème. La chronique, en général, justement, porte cette marque-là que les humains ont quand même un pouvoir sur leur monde, pour le positif, pour le négatif. On a regardé un certain nombre d'utopies assez déprimantes. On a regardé des gens qui tentent de tracer la voie vers une transformation du monde. Aujourd'hui, on va peut-être dans quelque chose d'un peu plus fondamental, comme tu dis, parce que le climat est tellement, comme tu viens de dire, maussade, déprimé, que ça vaut la peine de revenir à cette idée de l'espérance, de l'espoir dans l'action politique. Il y a des auteurs qui ont dit, en fait, la question de l'espoir, c'est l'enjeu sociopolitique de notre siècle. On fera rien si on n'a pas au départ un certain espoir, mais l'espoir lui-même a mauvaise presse. C'est-à-dire qu'il est associé à toutes sortes de clichés depuis longtemps, de naïveté, d'optimisme, de candeur un peu excessive. Effectivement. Ouais. Allant jusqu'à l'idée que l'espoir est dangereux, finalement. L'espoir est porteur de totalitarisme, de les gens qui veulent trop infléchir le sens de la société, c'est des petits dictateurs en puissance, etc. Donc, il y a toute une gamme de contre-discours qui visent à désamorcer l'espoir. Mais, justement, ce que j'ai choisi de faire pour aujourd'hui, c'est prendre deux livres, trois auteurs, autrices. Ouais, 2 livres, 3 auteurs. Qui vont à sens inverse, non seulement en disant que, évidemment, l'espoir est ce qui nous met en mouvement, mais que l'espoir a des bases rationnelles. C'est pas juste une foi abstraite, etc. Donc, on va tourner autour de ça un peu. Pourquoi, où ces auteurs-là et autrices voient de l'espoir dans notre monde et plus fondamentalement, où est-ce qu'ils et elles voient de l'espoir dans l'espoir lui-même. Donc, il y a quelque chose de positif, selon eux, dans le simple fait d'espérer. Donc, non, intéressant. On commence avec lequel? Celui de Jane Goodall? Ou, Oui. Jane Goodall, justement. Ce qui m'a mené sur la piste, en fait, de la chronique d'aujourd'hui, c'est que Jane Goodall a participé à la réalisation d'un film, je pense qu'on appelle ça un moyen métrage, là, de 45 minutes en IMAX, qui est présenté au Québec dans un endroit au musée de l'histoire canadienne à Gatineau. Donc, difficile d'y avoir accès, mais ce film-là est basé sur le livre que vous venez de voir, là, justement, et le titre de son film est « Des raisons d'espérer ». Donc, elle étudie, elle met de l'avant
4 cas de réhabilitation d'environnement détruit, essentiellement. Rappelle-nous déjà un peu c'est qui Jane Goodall. Elle est connue, hein, c'est une figure connue. Elle est comment on appelle ça? Primatologue. Primatologue, ça travaille avec les singes. Oui, donc elle a fait... Grande spécialiste des singes, sommitée dans la matière. Elle a fait sa renommée, justement, en travaillant avec les chimpanzés. Donc, c'est une des personnes qui a contribué, par exemple, à montrer l'utilisation des outils chez les chimpanzés. Et de fil en aiguille, elle s'est mise à militer pour la préservation des habitats des chimpanzés parce que, évidemment, le développement en Afrique, désertification, etc., faisait en sorte que les forêts où habitent les chimpanzés. C'est ça. Et aussi, la pauvreté faisait en sorte que les gens se mettaient soit à détruire l'habitat ou à chasser les chimpanzés eux-mêmes pour captivité, etc. Donc, c'est intéressant aux chimpanzés. Après ça, ils s'étaient intéressés à leurs habitats et graduellement, comment est-ce qu'on connecte les habitats ensemble et les protéger d'une manière plus macro? Ça demande un engagement, une militance beaucoup plus large et elle en est venue à s'impliquer beaucoup sur les questions de changement climatique. Et la perspective qu'elle adopte, c'est justement une perspective fondamentalement optimiste et elle insiste beaucoup sur ce qu'elle appelle les 4 piliers là, des raisons d'espérer. Donc, elle insiste tout le temps sur sur ces dimensions-là pour essayer de ramener un peu... d'espoir, justement. C'est quoi ces piliers-là? Ça m'intéresse. Oui, c'est ça. De gens qui me disent en ce moment. On dit, OK, là, on va avoir la réponse absolue. On va sortir de cette émission-là gonflée d'optimisme. Merci, Martin. Mais il y a quand même des choses, et en fait, des thèmes dont on a déjà parlé il y a un petit bout de temps, là. C'est-à-dire, au départ, il y a une position commune à tous les auteurs qui ont tenté de ramener l'espoir comme un concept, disons, sociopolitique valable, c'est que l'espoir met en mouvement. Donc, peu importe si vos raisons d'espérer objectivement ont des chances de réussir ou pas, etc., le simple fait d'espérer sort les gens de la passivité. Et c'est pour ça, par exemple, que le GIEC ou le Bulletin of Atomic Scientists parle tout le temps du fait qu'il est comme minuit moins 1 ou minuit moins 3. Il n'est jamais minuit 5. C'est ça. Donc, il faut toujours qu'il y ait cette fenêtre-là. Donc, où sont ces raisons d'espérer? La première... qu'on a déjà vu, comme tu dis, les ressources stupéfiantes de l'intellect humain. C'est-à-dire que Goodall va dire, l'humain a une capacité d'innovation pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Donc, quand on a parlé de Mégalopolis avec Sandrine, Francis Ford Coppola, Coppola adoptait aussi cette position-là de dire, faut pas sous-estimer l'humanité, même si elle nous décourage au quotidien. Historiquement, on sait qu'il y a quand même eu l'humanité placée devant de grandes catastrophes, de grands obstacles. Souvent, en puisant dans nos ressources, on a réussi à trouver des solutions, des voies de contournement, des fois. Donc, l'imagination, la créativité... sont là, c'est des constats, c'est pas juste un espoir, on sait qu'on a ces capacités-là, il s'agit de les utiliser à bon escient. Aussi, un autre élément qui est intéressant, et il faudrait voir comment ça se traduit disons dans les termes sociaux, mais Goodall insiste sur la résilience de la nature, c'est-à-dire qu'on est confronté au quotidien avec la fragilité de la nature, on la débalance, on la détruit, mais dans plusieurs cas, la nature, elle est aussi surprenamment résiliente. Et il y a un essai absolument fantastique là, de la fin des années 70 par un biologiste, Lewis Thomas, biologiste médecin, où il parle d'un poisson rouge dans une flaque d'eau, dans un petit étang à Manhattan. Et il passe devant l'étang, il voit un poisson rouge pratiquement dans un lac de boue. Là. Il dit, il est mort, c'est fini. Puis à chaque jour, il voit que le poisson reste là, puis il grossit. Puis, et Lewis, ça déclenche toute une réflexion sur le fait que la nature est quand même... on peut travailler de concert avec elle, même si c'est très décourageant. Le troisième de ces piliers, c'est une confiance dans ce qu'elle appelle le pouvoir de la jeunesse. Mais tout de suite, Goodall
met un bémol en disant qu'il ne faut pas faire porter le poids du futur sur les épaules de la jeunesse, là. Mais c'est un fait quand on regarde, bon, par exemple, les transformations dans les mentalités, les transformations vraiment sociales profondes, souvent, viennent pas de convertir des gens. Ça vient pas du fait de changer les attitudes tant que ça vient plutôt du passage des générations. Donc, le simple fait... Et bon... ma spécialité, c'est bon, l'étude des conflits. Dans les conflits à longue durée, souvent, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire, c'est pas la génération qui se sont battus entre eux qui vont tout d'un coup apprendre à cohabiter et à s'aimer. Là. C'est au fil des générations que là, bon, on va voir les choses changer. Donc, il y a cet aspect-là aussi que le temps passe et que les vieilles manières de faire, ben, veut pas, sont contestées. Et aussi, elle revient sur non seulement la créativité de l'humain, mais son quatrième pilier, c'est ce qu'elle appelle la force indomptable de l'esprit humain, c'est-à-dire cette espèce d'espérer au-delà du raisonnable. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on parle d'espoir en politique, c'est-à-dire l'espoir est fondé effectivement sur des raisons qu'on pourrait dire rationnelles, de dire, OK, bon, mais on sait qu'on s'est déjà sorti de plein de situations, on sait que l'humain est capable de coopérer quand il veut, etc., mais aussi de cette capacité de dire, de demander un petit peu plus de nous-mêmes. Donc, et c'est quelque chose de particulier ici où l'espoir arrime à la fois une grande lucidité et une part d'irrationalité. Les deux voyagent toujours ensemble. Ouais. Je reviens sur le troisième pilier, le pouvoir de la jeunesse. J'ai vécu en Asie pendant plusieurs années, puis j'ai remarqué que là-bas, l'éducation qui est donnée aux jeunes en Extrême-Orient, Chine, Corée, Japon, elle est souvent très vitaminée, justement. On les gorge d'espérance. On leur fait comprendre qu'ils ont ce pouvoir-là de changer les choses. Toi qui travailles dans une université ici au Québec en 2024, trouves-tu qu'on transmet aussi... En fait, moi, l'impression que j'ai au PIF, c'est que c'est souvent les jeunes au Québec actuellement, en tout cas ceux qui prennent la parole, qui sont les plus grands vecteurs de pessimisme face à l'avenir. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que tu vérifies, toi, sur le terrain? Oui, c'est que on a développé une manière, on peut dire, de parler des problèmes sociaux, environnementaux, politiques, qui est très analytique. Il y a plein de bons côtés là-dedans, c'est-à-dire qu'on va montrer, par exemple, les micro-violences ou les violences structurelles dans la société. On est très fort sur le diagnostic. Le descriptif. Le descriptif. Où est le problème? Et de comprendre le problème dans le menu détail, aller jusqu'au fondement idéologique profond et dans les mentalités, comment certaines choses, certaines manières de voir la nature qui nous viennent d'il y a plusieurs millénaires, influences, etc. Donc, c'est comme un médecin qui serait très bon à vous dire quelle maladie vous avez, là, dans le menu détail de 1000 analyses, etc. Mais dans le côté plus constructif, c'est là qu'il y a une lacune. Ouais. C'est là vraiment qu'il faut investir. Et c'est pas évident parce que justement, il y a ce stigmate-là de naïveté. Donc, quand on parle du problème, on sonne sérieux. Quand on passe du côté... La recherche de solutions. Solutions, vision, mais encore, etc. faut-il se lancer dans cette recherche-là? Ce qui peut demander un certain courage quand le problème nous semble trop important. Oui, absolument. Et c'est pour ça aussi, au fil de la chronique, on va aussi voir plusieurs dimensions de ça, mais il y a des personnes qui en ont fait un objet d'étude. C'est-à-dire, l'espoir, c'est pas juste quelque chose qui vient en bloc comme ça, comme une foi religieuse ou quoi que ce soit. L'espoir, justement, pour parler de l'autre livre brièvement, mais Monique Atlan et Roger-Paul Droit, dans justement le titre, un titre parfait, là, l'espoir a-t-il un avenir, justement soutiennent cette thèse-là que l'espoir est quelque chose qui s'apprend. En fait, le terme exact qu'ils utilisent, c'est que l'espoir est quelque chose qui se cultive lentement, peu à peu. Et c'est ça aussi qui fait la distinction entre l'espoir et l'idéologie. L'idéologie, ils vont dire, c'est quelque chose qui se prêche. T'adhères ou t'adhères pas. L'espoir sociopolitique est une
relation qu'on construit. C'est-à-dire, ils vont donner l'exemple, par exemple, de gens qui apprennent à respirer. Tous les humains respirent. On le fait comme tout le monde a un peu, quelque part, enfoui. Oui, on le fait de façon involontaire, autrement dit. Exactement. C'est là, mais il y a des moyens d'apprendre à le faire de manière plus consciente, plus réflexive, et c'est vraiment l'avenue qu'ils tracent, ces deux-là. Et eux, l'argument qu'ils donnent, justement, est plus fondamental que chez Goodell, parce que, justement, ils vont dire, ben, en fait, c'est pas juste d'avoir des raisons d'espérer. Espérer en soi-même est une expression de la dignité humaine. Et c'est là que, justement, je pense qu'on touche à quelque chose vraiment de fondamental, c'est-à-dire que d'abandonner cette faculté-là, d'abandonner cette manière d'interagir avec notre monde, c'est pas juste démoralisant, c'est déshumanisant aussi, d'une certaine façon. Donc, c'est et les auteurs vont vraiment insister sur le fait que d'aborder le monde sur le mode de l'espoir, ben, à la fois c'est une manière de l'analyser. Donc, il y a une lucidité, il y a une réflexivité qui vient avec ça, mais aussi c'est une manière de dépasser justement ce simple diagnostic qui est absolument la clé. Et une des erreurs peut-être qu'on trouve souvent dans les sciences sociales ou même dans les positions critiques en général, c'est de penser que plus on avance dans le diagnostic, plus les solutions vont s'imposer d'elles-mêmes. En disant, ben, je vais juste continuer à creuser, à découvrir le problème dans ses menus détails, et les solutions vont émerger de cette connaissance-là. Et ce que ces auteurs-là et autrices nous disent, en fait, c'est qu'il y a un saut à faire à un moment donné. Il y a un saut qualitatif qui demande justement de changer de perspective. Qui n'est pas juste de tu parlais de la créativité du cerveau humain, de son inventivité, de son potentiel, mais encore faut-il activer tout ça. Je veux dire, ça se fait pas forcément automatiquement, autrement dit. Non, pas du tout. Ouais. Donc, c'est quelque chose justement qui s'apprend, qui s'acquiert et aussi qui se partage. Et encore là, pour toutes sortes de raisons dont on va parler dans d'autres chroniques, il y a toujours cette grande préoccupation face au potentiel dogmatisme, face au potentiel de voir des utopies ou devenir vraiment des carcans. Là. Et la réflexion, les débats sur ces questions-là aujourd'hui tournent beaucoup autour de la question de la proposition. C'est-à-dire, je te propose ou je propose au monde ma lecture du futur, etc., mais pour dialogue. Et tout le monde se l'approprie à sa façon et on en fait vraiment disons, des futurs communs, là. Mais c'est pour le débat démocratique, c'est nécessaire, c'est génial, sauf qu'il faut qu'à un moment donné, quelqu'un prenne la décision d'appliquer une mesure ou un ensemble de mesures pour solutionner le problème. Puis là, c'est là que le politique entre en jeu. Puis c'est là que ça devient compliqué aussi. Oui. Parce qu'on ne plaira jamais à tout le monde. La solution appliquée fera jamais consensus, là, surtout dans nos démocraties où... oui, absolument. Tout est très clivé. Oui. Et ça revient un peu à ce dont on discutait il y a 2 semaines, là, c'est-à-dire que justement ce débat démocratique, ces partages de futurs pluriels fonctionnent très bien à l'échelle citoyenne, mais quand vient le temps justement d'agir, ben, les moyens de l'action résident effectivement dans des structures politiques qui sont capables d'agir à cette échelle-là. Mais si on ne s'entend pas nécessairement sur un plan exact, et c'est une bonne chose, parce que c'est ça qui est reproché souvent aux projets utopiques, notamment là, du début du 20e siècle et du 19e, où ça devenait vraiment un plan à plaquer sur la société. Donc, si on ne s'entend pas nécessairement sur les finalités, ce qui ressort de beaucoup de ces débats-là, c'est qu'on peut s'entendre sur les limites qu'on donne à notre prétention à connaître une voie où aller. Donc, c'est pas de rester dans la passivité, mais c'est de s'engager dans l'action, mais toujours une action qui est consciente de ses propres limites. On n'a pas la solution. Il faut que ça reste adaptatif, il faut que ça reste tout le temps disons, dans le dialogue, là.
2 lectures si vous avez besoin d'une dose d'espoir en ces temps préoccupants, disons. Jane Goodall, donc le livre de l'espoir, c'est publié, voilà, je le montre ici à l'écran pour ceux qui nous regardent sur Facebook, c'est publié c'est dans la collection J'ai lu. Et L'espoir a-t-il un avenir de Monique Atlan et Roger Paul Droit, publié chez Flammarion. 2 recommandations de Martin Hébert, qui est directeur du département d'anthropologie de l'Université Laval et qui nous fait l'honneur de nous visiter à toutes les 2 semaines pour parler de thèmes comme ceux-là. As-tu déjà une idée de ce dont on va parler dans 2 semaines ou je te laisse y réfléchir? Non, le Musée du futur. Ah, le musée du futur. Qui a été inauguré aux Émirats arabes unis. Donc, une représentation d'un futur possible. Merci beaucoup, Martin. Toujours agréable. Merci. Bye-bye.